Leader de web télévision au Bénin, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement faites au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wosso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérita TV Monde. Vous êtes sur Guérita TV Monde, amis internautes, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Chamzine Badaro. Achille Wosso, bonsoir. Bonsoir, Chamzine Badaro. Nous sommes encore là ce vendredi pour vous servir votre émission préférée avec les débatteurs. On débat tout de suite avec le premier sujet différent entre le Bénin et le Niger. Va-t-on vers le dégel avec la levée provisoire de l'embargo sur le pétrole nigérien? Gaspard Adjamossi. Oui, va-t-on vers le dégel entre le Bénin et le Niger? Je crois, en tout cas, c'est le souhait de tout le monde, n'est-ce pas, après l'escalade qu'on a connue ces derniers temps, et surtout par rapport à la réaction du Bénin qui a donc gelé le pétrole nigérien qui devait passer par le Bénin. Et je crois que c'est une très bonne chose que le Bénin, comme on le dit souvent, a créé plus ou moins l'incident, parce que il faut le rappeler, il y a quelque temps, avec la décision de la CEDEAO, le Bénin a fermé ses frontières avec le Niger, ce qui n'a pas plu bien sûr au côté nigérien qui a également fait la même chose. Mais avec le règlement de la situation, le Bénin a fini par ouvrir ses frontières, mais malheureusement nos voisins ont refusé. Je ne dirais pas nos voisins parce qu'il ne faut pas généraliser en mettant tous les Nigériens dans le même sac, mais c'est le putschiste Tiani qui a monté sur ses ergots et qui a refusé d'ouvrir. Le Niger est un pays souverain. Non, je ne dis pas que le Niger n'est pas un pays souverain, mais aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, nous sommes dans une forme de globalisation où il ne faut pas, pour des questions d'intérêt individuel, pénaliser toute une population. Je crois que le Niger a été pénalisé, bien évidemment. Le Niger a été pénalisé, pas que la population du Niger a été pénalisée, mais c'est ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. C'est parce qu'au mépris des règles, un militaire s'est levé et a confisqué le pouvoir, que cette décision a été prise par la communauté internationale, notamment la CEDEAO et comme je l'ai dit, la communauté internationale. Donc c'est pas une décision. C'est tout un ensemble. Non, quand je dis un militaire, c'est parce que c'est lui qui est au devant de la scène, c'est lui qui est le patron. D'ailleurs, c'est lui qui a pris le pouvoir suprême au Niger. Et donc, c'est lui que nous voyons. Donc, à part Tiani, appelez-moi le nom de quelqu'un d'autre que vous connaissez au niveau de la jeune. Non, je l'accuse. Je l'accuse parce que, à mon sens, d'abord, c'est lui qui est à l'origine de la crise. Et aujourd'hui, c'est toujours lui qui refuse de faire profil bas et qui monte sur ses ergots. Mais en le faisant, je crois qu'il fait souffrir non seulement son peuple, mais également les peuples frais. Bon, c'est vrai qu'avec le Nigeria et autres, il a pu trouver un modus vivendi, mais il a intérêt également à le faire parce que la véritable porte d'entrée du Niger et par rapport à la mer, c'est le Bénin. Donc,
il est obligé, s'il laisse le Bénin, de faire de grands contournements et ça coûtera beaucoup plus cher à son pays. Je crois qu'il a intérêt, n'est-ce pas? Et comme on l'a dit, si on va vers le dégel, c'est dans l'intérêt des deux peuples et également, et surtout dans son intérêt également, parce qu'il n'a pas intérêt à être belligérant au Bénin, parce que quelque part, nous, on peut servir de base arrière à lui faire mal également de ce côté-là. Surtout qu'il est dans l'illégalité. Il est dans l'illégalité, vous confirmez? Non, mais je crois d'ailleurs que c'est ce qui fait de plus en plus peur à Tiani, parce que les raisons qui ont été évoquées pour justifier encore la fermeture de la frontière du Niger avec le Bénin, c'est que le Bénin essaie de base arrière à l'armée française qui d'ici peut donc agir pour faire mal donc à la junte au pouvoir au Niger. Voilà entre autres les raisons qui sont évoquées. Donc on peut à partir de là effectivement dire que la junte au pouvoir, donc Tiani, a peur donc de ce que le Bénin donc peut d'une manière ou d'une autre servir de quartier général pour les Français qui sont les premiers ennemis du Niger aujourd'hui, parce que pour justifier le putsch contre Bazoum, on dit que c'est par rapport à la présence française, à la coopération entre le Niger et la France. Donc c'est ça qui fait mal et donc, à la population et à la junte. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on peut dire que Tiani a peur donc de la position du Bénin et surtout donc de la position du président du Bénin dans cette crise-là, puisque on dit aussi de plus en plus que l'ancien président nigérien Bazoum est plus même ami à Talon, donc on pense que Talon fait cause pour un ami que pour le peuple nigérien. C'est la raison qui est avancée. Encore que ici, comme l'a dit Gaspard, il faut reconnaître que en fait, ceux qui souffrent, ce sont les Nigériens, ce n'est pas la junte, ce n'est pas les militaires au pouvoir. Bon, on parle même des militaires parce que Tiani, c'est même une crise de confiance à la limite, parce que ça, c'est la garde républicaine, ce n'est même pas l'armée qui a pris le pouvoir, c'est la garde, c'est l'homme de main, c'est l'homme de confiance donc du président qui l'a renversé. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Dans les autres coups d'État, c'est souvent l'armée qui prend le devant des choses, mais ici, c'est plutôt le contraire. Il a fallu donc que la garde républicaine, j'allais dire, aille négocier avec l'armée donc pour qu'on appelle le coup d'État soit consommé. Donc les premières réactions que nous avons vues dans les rues nigériennes n'étaient pas des réactions favorables à ce coup d'État-là. Mais bon, nous pensons que cette page-là est refermée et aujourd'hui, ce que compte de plus en plus, donc, c'est la coopération entre le Bénin et le Niger. Et par rapport à ça, je crois que on ne reprocherait pas au président Talon d'avoir joué aussi sur ce qu'il a de plus important, parce que si le Niger est riche donc de son sous-sol, le Bénin est riche peut-être aussi de la mer. Et donc, puisque le Niger refuse donc de collaborer, de coopérer avec le Bénin, je crois que c'était quand même de bon temps que le ton monte du côté de Cotonou, ce qui a été fait. Et donc, mais on va aussi saluer que dans cette guerre-là, l'intervention de la Chine a d'une manière ou d'une autre fait plier le Bénin, qui a accepté donc que les Chinois remplissent les premiers cargos Parlons justement de cette décision d'Gaspard Diamossi, en connaissant le chef de l'État béninois qui, quand il dit, il le fait, sa rigueur, tout le monde connaît sa rigueur, mais intervalle de quelques heures ou quelques jours, il est revenu sur ses propos et il dit « Ok, j'autorise d'abord, provisoirement ». Comment vous voyez cet état de choses? On dit souvent chez nous que seuls les imbéciles ne se trompent pas. Et je ne dis pas que le président de la République s'est trompé. Mais vous savez, je crois que c'est une qualité que quand vous faites, on dit quand vous employez le bâton, il faut également utiliser la carotte. Et je crois que peut-être qu'à la fermeté du chef de l'État, Patrice Talon, ont répondu des négociations. Ça, c'est évident. On ne peut pas dire tout de go que le président Talon a dit, écoutez, je bloque
et quelques minutes après, il a dit « je débloque ». C'est parce qu'il y a une évolution certainement dans la situation. C'est parce que certainement du côté du Niger également, les gens ont mis un bémol à leur position. J'imagine que c'est ça et les prochains jours vont nous renseigner davantage, mais je ne crois pas que la décision de lever l'embargo de façon provisoire est quelconque déteint sur la fermeté ou la nature d'homme ferme qu'est le président Patrice Talon. Oui, mais je crois que nous avons vu une délégation chinoise rencontrer donc les autorités béninoises pour négocier. Et donc je crois que c'est la manifestation de la bonne foi que du côté du Bénin, Côte d'Ivoire, qu'on a autorisé ce chargement-là, donc des bateaux chinois. Et donc je crois que cela permet quand même au Bénin donc, de montrer à la Chine que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas une guerre qui est ouverte contre le peuple frère et ami du Niger, mais c'est la position donc, des autorités nigériennes qui, d'une manière ou d'une autre, a obligé aussi le Bénin à prendre des mesures. Mais bon, ce qui est plus important, c'est que les deux peuples finissent donc par s'entendre. C'est ça qui arrange. Les peuples s'entendent. Bon, les peuples s'entendent, mais les peuples, il paraît que le poisson pourrit pas la tête. Je suis d'accord que quand nous allons parler des populations, le problème n'est pas là. Mais nous parlons ici donc de ceux qui nous dirigent. Oui, des autorités. Et en tant que tel, je crois que c'est à eux que reviennent d'abord les premières décisions ou les plus grandes décisions. Et par rapport à ça, qu'on le veuille ou non, cela aura d'impact quand même sur le quotidien des populations d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Un autre sujet, d'autres parlables encore, Nissé Fossoglo empêché de rendre visite avec Yamadougou, Gaspard Diamossi. Bon, moi, je ne maîtrise pas beaucoup dans les situations de visite aux personnes détenues, mais je crois que ça devient récurrent qu'on empêche les gens d'aller voir soit Rekiad Madougou, soit Joël Aïvo et autres. Je ne sais pas quelles sont les raisons. Je ne sais pas quelle formalité faut-il remplir avant d'aller voir les prisonniers, parce que personnellement, je n'ai pas l'habitude de fréquenter ces genres de lieux. Mais de toutes les façons, je ne comprends pas. Est-ce que l'ancien président de Nicéphore a rempli les conditions qu'il faut afin d'être autorisé à opérer cette visite-là, ou bien, fort de son statut d'ancien président de la République, il pense qu'il n'y a pas de formalité à remplir, que donc, tant qu'il le souhaite et aux heures qu'il le souhaite, il peut aller rendre visite à un prisonnier, et fut-il Rekiat Madougou, je n'en sais rien. De toutes les façons, je crois que c'est un dossier à creuser et à comprendre pourquoi on empêche les gens d'aller visiter des prisonniers, ou bien est-ce que ces personnes-là ne remplissent pas les formalités nécessaires à aller. De toutes les façons, ce qu'on souhaite, c'est qu'on n'ait plus à entendre ce genre de choses, et que si un prisonnier a des droits, à des visites, que ce prisonnier-là puisse véritablement... Que ça soit le même droit pour tous les prisonniers, pour tous les détenus. Voilà. Je serais d'avis contraire. Je serais d'avis contraire parce que, oui, nous parlons des prisonniers, nous parlons de leurs droits, mais tous les prisonniers ne sont pas des prisonniers ordinaires. Et donc, par rapport à ça, vous savez que les mesures de sécurité autour donc, des prisonniers comme Joël Aïvo, comme Rekiad Madougou, ce sont des mesures renforcées. Et par rapport à ça, je crois que... Donc, Soglo est une menace pour Rekiad? Non, ce n'est pas Soglo qui est la menace, mais je crois que, comme vous l'aviez même dit dans votre analyse, il va quand même falloir prendre un certain nombre de dispositions pour permettre que ces visites se passent dans de bonnes conditions. Et c'est par rapport à ça que je crois que, en tant qu'ancien président de la République, le président Nicéphore Soglo devait savoir quand même qu'il y a quand même un minimum de démarches à mener, de dispositions à prendre. Et donc, moi, on ne peut pas se lever comme ça, si chacun peut se lever et dire qu'il rend visite aux prisonniers. Bon, vous mettez aussi les gardes prison en difficulté. Et n'oubliez pas qu'on a déjà dégommé plusieurs responsables de nos prisons. Par rapport à ces visites, à ces cas de visite, le dernier en date, c'est le parti Bloc Républicain. Qu'est-ce que je raconte? Le parti démocrate, les démocrates qui devraient rendre... C'est normal. Ne me faites
C'est son parti. C'est son parti. Donc les démocrates devaient rendre visite à Ivor et à Madougou. Et ça, je crois qu'à un niveau, ça s'est mal passé. Et donc, on a été obligé donc, de remercier un des responsables donc, de ces prisons-là. Le feuilleton continue. Donc le feuilleton continue. Donc je crois que chacun se méfie dans cette affaire-là. Et par rapport à ça, il va falloir quand même que lorsque on veut aller rendre visite à des gens comme ça, que, bon, peut-être qu'on prenne des dispositions, qu'on demande comment ça va se passer avant donc de débarquer. Donc c'est ce que je pense. Et ce que je n'ai pas peut-être aussi aimé, c'est la déclaration de l'ancien président de la République, qui est un sage, qui est une référence. Bon, maintenant, les gens ont refusé, ils pouvaient quand même faire demi-tour, retourner chez lui, aller s'asseoir, au lieu donc de prendre la presse à témoin, donc de faire des débats sur la place publique. Je crois que nous avons suffisamment donc déjà de tensions dans le pays qu'il ne faut pas en ajouter. Non, j'appelle à la sagesse donc de l'homme. J'appelle à la sagesse de l'homme, ce n'est pas... C'est peut-être parce qu'il a alerté que nous... Par rapport à une visite. Non, peut-être, s'il ne l'avait pas alerté, c'est peut-être parce qu'il a fait peut-être que le sujet est là et qu'on en débat. Sinon, peut-être que ça on ne peut pas lui refuser d'en parler. Bon, en tout cas, c'est aussi mon avis. Et c'est votre point de vue, même si c'est un point de vue discutable. Bon, je ne refuse même pas la discussion. Je reste toujours avec vous, Achille Osso. La marche, encore la marche. Oui, la marche des syndicalistes. Oui. Et je crois que nous l'avions déjà dit. Nous l'avions déjà dit ici. Le vieux a vu loin que nous. Il avait mis en garde le préfet du littoral par rapport à la première marche qui avait... Je veux parler de Gaspard Diamossi. Le vieux du plateau. C'est fou. Le Pépé, il a changé de 20 ans. C'est Pépé. Et donc, la première marche... pas presque mon âge. La première marche a été empêchée, la deuxième a été empêchée, la troisième a été autorisée. Maintenant, la question que moi je me pose, pourquoi la CSTB trouve qu'elle doit se démarquer des autres centrales? Mais si c'est une marche contre la vie chère, contre la cherté de la vie, pourquoi toutes les centrales syndicales, tous les syndicats ne peuvent pas se mettre ensemble pour faire la marche? Je crois que la CTB avait même appelé les autres syndicats à se joindre à elle pour sa marche empêchée de la dernière fois. Et donc, pourquoi elle n'a pas été dans la marche avec les autres? Pourquoi elle pense qu'elle doit faire cavalier seule? Et donc, bon, c'est ça qui me gêne. Sinon, marcher pour réclamer donc qu'on améliore les conditions de vie des populations et surtout des travailleurs, cela ne gêne en rien. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, on fasse des actions concertées pour que cela porte effectivement son effet. Gaspard Diamossi, très rapidement. Pendant ce temps, on a des jeunes qui sont en prison. Paraît que ces derniers ne sont ni artisans, ni étudiants, ni fonctionnaires. Oui, avant de répondre à cette question, je voulais quand même parler un peu de la pluralité syndicale, parce que cela a semblé gêner un peu Achille Osso, mais je crois que ça doit aussi être ça. On ne peut pas imposer que tout le monde marche au même moment, surtout qu'on a plusieurs centrales syndicales et d'obédiences diverses, disons, même si par ailleurs c'est l'intérêt des travailleurs qui les réunit. Il a dit tout à l'heure qu'il y a une première marche qui a été interdite, une seconde qui a été également interdite et que finalement une a été accordée, sans pour autant nous dire que la première marche c'est celle des autres centrales et que la seconde interdite est celle de la CSTB. C'est donc de bon droit que la CSTB veut également marcher très prochainement. C'est vrai qu'on peut déplorer qu'il n'y ait pas une unité syndicale autour de cette question de la marche, mais je crois que c'est également ça, la démocratie, que les gens puissent marcher si les gens souhaitent marcher, et les autres l'ont fait, il n'y a pas eu d'incident en tant que tel. Je crois que c'est de bon ton également que ceci, pourvu qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public, et c'est à cela que je vais rebondir sur votre question, à savoir ceux qui ont été incarcérés. Je crois qu'ils sont 21. Ils avaient été un certain moment été arrêtés, mais de fil en aiguille, les gens ont été relâchés, mais 21 ont été retenus finalement dans les liens de la justice pour diverses raisons, notamment, comme l'avait dit, on a estimé que ils ne sont ni artisans, ni étudiants, et qui avaient certains tests. Bon, je ne sais pas, certains disent cannabis, certains disent chanvre indien. C'est peut-être la même chose. C'est ceux qui goûtent, qui savent faire la différence entre tout cela. Mais vous pouvez me laisser continuer. S'il vous plaît. Allez-y. Et donc, ça paraît quand même assez curieux. Bon, de toutes les façons,
moi, si on laisse de côté les substances et qu'on aurait, parce qu'on leur a passé des tests, paraît-il, les substances qu'on aurait eues dans leur organisme, moi, je m'interroge. La cherté de la vie ne concerne pas que les étudiants, les fonctionnaires et autres, les artisans, ça concerne tous les bénévoles. Et donc, même si c'est une centrale syndicale, si c'est des enseignants qui lancent le mouvement, c'est de bon temps que moi, même si je ne suis pas salarié, que je sais que la tomate que j'ai achetée à 100 francs est devenue 500 francs, que je puisse également manifester mon mécontentement. Et donc, c'est peut-être ça. Maintenant, est-ce qu'on les a pris sur le fait de troubles à l'ordre public? Je n'en sais rien. Et donc, de toutes les façons, faisons confiance à la justice de notre pays. Mais je crois que sur le dernier aspect de l'analyse de Gaspard, il a raison parce que lorsqu'on parle de la cherté de la vie, on ne parle pas que des fonctionnaires. On parle donc des différentes couches de la population. Et lorsqu'on parle aussi des centrales syndicales, il y a des organisations d'ouvriers, d'artisans au sein donc de ces centrales syndicales-là. Donc, ça veut dire quoi? Que la marche, en réalité, concerne tout le monde, seulement que les responsables syndicaux devraient être en mesure donc de justifier que c'est des syndiqués qui ont droit à la marche. Et donc, sur cet aspect, je crois que la justice doit peut-être encore qualifier cette accusation-là. Bon, maintenant, à dire qu'on les a testés positivement à telle ou telle substance, bon, ça c'est de la discrétion même de la justice, mais bon, si déjà on ne leur reproche pas des casses, des troubles à l'ordre public, il va quand même falloir aussi revoir les choses à ce niveau-là. Et bon, si désormais que la marche est autorisée, ou les marches sont autorisées, je crois que si la police, elle aussi arrive à encadrer donc les marcheurs, on éviterait un certain nombre de choses. On permettrait donc aux gens de marcher, de manifester leur mécontentement. Mais bon, si déjà il n'y a pas de trouble à l'ordre public, ce serait déjà tant mieux. Et c'est par rapport à cela que moi, je voudrais inviter le gouvernement, le ministère de la Justice et la police république et autres à revoir, à requalifier donc ces faits-là et à redonner la liberté à ces citoyens qui n'ont manifesté que pour montrer que dans le pays, ça ne va pas. Oui. Merci beaucoup. Je reste toujours avec vous. Qui monte cette semaine? C'est déjà la fin de l'émission? Oui, qui monte, c'est le gouvernement du Bénin. C'est le gouvernement du Bénin qui monte dans cette crise qui l'oppose au Niger, dans ce embargo sur le pétrole qui devrait donc... qui est à ses mains, qui doit continuer sa route sur la Chine. Voilà. Et qui descend? Et qui descend tout de suite, je voudrais dire la CSTB, parce que je lui reproche donc cette action isolée par rapport donc à cette réclamation liée à la cherté de la vie. Merci beaucoup. Gaspard Diamossi, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Qui descend chez vous? J'ai envie de dire l'ancien président Soglo, parce que j'ai l'impression qu'il manque un peu de sagesse, parfois. Et qui monte? Et qui monte, je dirais, le président Talon, parce que personnellement, j'ai aimé sa posture dans ce qu'on vient d'appeler le différend entre le Niger et le Bénin, surtout ces derniers temps, parce qu'on dit souvent qui veut la paix prépare la guerre. Je crois que le président Talon, par son acte, a obligé les Nigériens à commencer par discuter, à négocier avec le Bénin. Vous vous êtes entendu pour faire monter le président Talon ce vendredi. Bon, lui, il a dit gouvernement, moi, il a dit c'est pas la même chose. C'est le gouvernement Talon. Alors, les gars, merci beaucoup. Merci à vous pour toutes ces analyses, voilà, et ces différents développements. C'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission Les grandes contradictions pour le compte de ce vendredi 17 mai 2024. Merci à toute l'équipe de la réalisation conduite par Patrice Ayronton et en studio sur la caméra principale, Latifat Koreno. Merci à vous et à vendredi prochain. De toutes les façons, on touche à tout ici. Merci et à vendredi. Sur Guérite TV Monde. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.